il est difficile d'apprécier vraiment l'ampleur de l'opération Barbarossa, l'invasion de l'Union soviétique de Staline par Adolf Hitler. Commencée le 22 juin 1941, 3,8 millions de soldats allemands et pro-Axis ont envahi la frontière en Pologne occupée et se sont précipités à travers l'Union soviétique. Ils semblaient invincibles alors qu'ils revendiquaient des centaines de milliers de kilomètres carrés de terre, la nettoyant de ceux qu'ils jugeaient indésirables selon l'idéologie nazie, afin qu'elle puisse un jour être colonisée et utilisée pour nourrir et alimenter l'empire nazi. Les Allemands étaient si proches de réussir à vaincre les Soviétiques que le groupe d'armées centre, sous le commandement de Fedor von Bock, est arrivé à une distance tentante de Moscou elle-même. Mais c'est ici que le destin interviendrait. Les Allemands n'avaient pas pleinement pris en compte l'ampleur de la campagne qu'ils allaient entreprendre, et des problèmes d'approvisionnement ont commencé à entraver leur avancée, les ralentissant encore et encore. Cela a permis aux Soviétiques d'organiser leur résistance et d'entraver davantage leur progression. Mais ce qui a finalement sauvé Moscou, c'est l'arrivée du brutal hiver russe, gelant la guerre sur place pendant plusieurs mois. Avec l'arrivée du printemps 1942, la guerre à l'Est était prête à recommencer. Mais le problème des approvisionnements, en particulier le pétrole, était toujours une préoccupation pour le haut commandement allemand. Et ils ont donc prévu une offensive qui, si elle réussissait, non seulement soulagerait leur pénurie de carburant, mais aussi priverait les Soviétiques de leur propre stock de carburant. Une partie de ce plan impliquait une ville sur le bord de la rivière Volga dans l'est de l'Ukraine. Cette ville, autrefois connue sous le nom de Volgograd, avait depuis été dotée du nom du leader soviétique lui-même, et bien que peu de gens avant la guerre savaient qu'elle existait même dans les décennies qui ont suivi, son nom a orné presque tous les livres d'histoire comme un exemple de ce qui se passe lorsque deux forces puissantes s'affrontent et refusent de se soumettre. C'est l'histoire de Stalingrad. Bienvenue dans les guerres du monde. La société allemande nazie, malgré ses exigences d'obéissance et de conformité envers ses citoyens, se délectait de son héroïsme. C'est peut-être à cause des exigences des idéaux nationaux socialistes de conformité que les individus ou les groupes qui ont atteint ce statut étaient si admirés. Leur engagement envers le rêve nazi était tel qu'ils étaient élevés en statut au-dessus de leurs camarades, qui cherchaient à leur ressembler. Le problème pour ces héros, cependant, était qu'ils devaient alors constamment prouver qu'ils étaient dignes de leur position presque au quotidien, et dans la Wehrmacht. Cela signifiait rencontrer l'ennemi avec enthousiasme. Sans hésitation, l'identité de l'ennemi était bien sûr dictée par l'idéologie nazie et avait une portée considérable. Sur le front de l'Est, un soldat soviétique armé d'un fusil, un saboteur partisan avec un pied de biche pour endommager une ligne de chemin de fer, une mère juive et ses enfants. Ils étaient tous les mêmes dans les esprits tordus de la direction nazie, et cette croyance devait être embrassée à chaque occasion qui se présentait à un héros de l'armée d'Hitler. L'une des unités héroïques de Hitler était la 6e armée de la Wehrmacht, servant avec le groupe d'armées sud sous le commandement du maréchal Walter von Reichenau, formé le 10 octobre 1939 à pleine puissance. La 6e armée comptait 285 000 hommes avec leurs véhicules et canons de campagne assortis et s'était forgé une réputation redoutable contre les alliés occidentaux lors du Blitzkrieg allemand en France, en Belgique et dans les Pays Bas. La 6e armée a ensuite aidé à mener l'invasion du groupe d'armées sud dans l'armée du Sud, devenant l'armée la plus décorée pour sa bravoure dans la Wehrmacht. Cependant, ce succès a occulté sa participation au rôle brutal et cruel qu'elle a joué dans l'éradication de tous les ennemis conçus dans l'esprit nazi. Les membres de la 6e armée ont souvent participé à d'innombrables meurtres commis par les forces allemandes en Union soviétique, souvent sous ordre de Reichenau, mais aussi parfois par des soldats en pause, de leurs devoirs de combat. Hitler avait promis qu'aucun soldat allemand ne serait tenu responsable de son comportement contre les bolcheviks, et pour beaucoup dans la 6e armée, c'était la permission du Führer de tuer à volonté pour les raisons les plus triviales. Comme le reste de la Wehrmacht à l'Est, le groupe d'armées sud avait subi un hiver brutal
fin 1941. Puis le 12 janvier 1942, alors que la 6e armée était située à Poltava et ses environs en Ukraine occidentale, le von Reichenau, âgé de 57 ans, a choisi de lutter contre le froid, qui était bien en dessous de zéro, avec un matin. Plus tard au déjeuner, certains de ses officiers ont noté qu'il semblait malade avant qu'il ne s'effondre soudainement, se tenant la poitrine alors qu'il subissait une crise cardiaque. En entendant cette nouvelle, Hitler a immédiatement ordonné qu'il soit renvoyé à Berlin pour traitement et donc toujours inconscient, il a été attaché à un fauteuil et chargé à bord d'un bombardier Dornier d'O-17. Cependant, en essayant d'atterrir à Lemberg en Ukraine orientale pour faire le plein, le Dornier s'est écrasé, tuant le commandant de la 6e armée. Cependant, avant sa mort, von Reichenau avait pris en affection un certain général Friedrich Paulus et l'avait nommé comme son successeur en tant que commandant de la 6e armée. Paulus avait servi pendant la Première Guerre mondiale et avait combattu aux côtés de Rommel lors de l'ouverture du front occidental. Mais contrairement à l'homme qui était venu à être connu comme le renard du désert, Paulus n'avait pas réussi à se distinguer au combat. Au lieu de succès dramatiques, il avait plutôt supervisé une campagne compétente et constante, commandant les hommes du 13e régiment d'infanterie considérés plutôt distants par ces hommes. L'histoire prouverait qu'il était en fait l'un des rares officiers supérieurs allemands qui comprenait vraiment l'importance de la condition et du moral de ces hommes, contrairement à la loyauté aveugle attendue par d'autres commandants qui les voyaient comme des outils. Après la chute de la France, Paulus a été réaffecté à Berlin, où il a aidé à la planification de la campagne du groupe d'armées sud dans l'Union soviétique. Vu favorablement par von Reichenau, son choix pour son remplacement a été légèrement controversé parmi les rangs. Avec Paulus manquant d'expérience par rapport à d'autres candidats potentiels, tout en ne semblant pas aussi engagé dans la cause nazie que son prédécesseur, annulant les ordres de von Reichenau concernant le traitement sévère des indésirables soviétiques et interdisant ces hommes de partir en campagnes d'éradication sans autorité. Il a cependant affecté des troupes pour aider les escadrons de la mort dédiés qui ramaient derrière les lignes de front sur ordre du chef des SS, Heinrich Himmler. La première tâche de Paulus était de faire passer son nouveau commandement à travers les derniers mois de l'hiver soviétique et de s'assurer qu'il était prêt pour les nouvelles offensives qui ne manqueraient pas d'arriver au printemps. Cependant, ce seraient les soviétiques qui frapperaient en premier. Et le 12 mai 1942, les forces soviétiques, sous le commandement du maréchal Timochenko, ont attaqué l'armée de Paulus près de Kharkov. Au cours de 3 jours de combats acharnés, la 6e armée a subi de lourdes pertes lors d'une série d'actions de maintien tentant de freiner l'avancée de l'armée soviétique, jusqu'à ce que la Luftwaffe soit capable d'obtenir une supériorité aérienne locale sur l'armée de l'air rouge et de commencer une série de frappes aériennes écrasantes contre les forces de Timochenko. Le 17 mai, la première armée de Panzer a contre-attaqué depuis le sud des forces soviétiques, suivie 2 jours plus tard par la 6e armée de Paulus, qui a contre-attaqué depuis le nord. Alors que les 2 puissantes forces allemandes se rejoignaient, les soviétiques se retrouvaient piégés dans un mouvement de tenaille classique qui a vu plus d'1/4 million de leurs soldats encerclés. Au cours de toute la campagne, les soviétiques ont subi plus de 270 000 pertes tuées, capturées ou disparues, comparativement à moins de 30 000 pour la Wehrmacht. Ayant repoussé l'offensive soviétique, Paulus est revenu à la préparation de la participation de la 6e armée à la prochaine offensive de l'armée allemande. Voyant l'avancée rapide de ses hommes à travers l'ouest soviétique, Paulus, son armée a pu capturer l'Union soviétique presque figée sur place pendant l'hiver de fin 1941 et début 1942, et avec les États-Unis désormais engagés contre lui en Afrique du Nord et en Europe de l'Ouest aux côtés des Britanniques, Hitler n'a pas perdu de temps pour formuler ses offensives estivales contre les Soviétiques, espérant revenir au jour de rapides avancées à l'Est. L'un de ses objectifs majeurs était de capturer les champs pétroliers soviétiques dans la région du Caucase, autour de la ville de Bakou dans l'Azerbaïdjan actuel. Non seulement cela donnerait à l'Allemagne le pétrole dont elle avait désespérément besoin pour continuer la guerre, mais cela représentait également environ 80% de la production pétrolière soviétique et constituerait donc un coût majeur pour les unités blindées et l'armée de l'air de Staline. Hitler a baptisé l'offensive Vollblau, signifiant casse bleue, et ce serait l'objectif du groupe d'armées sud, désormais sous le commandement de Fedor von Bock, qui avait reçu une nouvelle opportunité de se prouver à Hitler après avoir échoué à capturer Moscou. Ce n'était certes pas la fin de la guerre,
mais c'était le début de la récupération des champs pétrolifères pour relancer l'approvisionnement en pétrole de l'Allemagne. Pour cette tâche, des brigades pétrolières spécialisées ont été formées en Roumanie, dont la tâche serait de construire les pipelines pour transporter le pétrole siphonné hors du sol soviétique et de maintenir les champs pétrolifères une fois que leurs administrateurs soviétiques ne seraient en plus en contrôle. Mais ce n'était pas seulement le pétrole qui préoccupait l'Opération Bleue. Alors que son empire couvrait l'Europe et face aux raids aériens alliés, on prévoyait des pénuries alimentaires pour l'Allemagne nazie dans les années à venir. Juste 2 jours avant le début de l'opération Barbarossa, le théoricien et idéologue nazi Alfred Rosenberg a souligné que pour le succès à long terme de l'Allemagne, la Wehrmacht doit également faire de la capture des champs agricoles fertiles de la région sud-ouest de l'Union soviétique une priorité élevée. Selon ces mots, cette région deviendrait le grenier à blé de l'Allemagne nazie. C'est incroyable maintenant, vu ce qui est arrivé ensuite. Cependant, à ce stade initial, la prise de la ville nommée Staline n'était pas vue comme une priorité essentielle. Au lieu de cela, l'attaque visait à endommager la capacité de la ville industrielle à fabriquer des matériaux de guerre, tels que des armes et des véhicules, à détourner les forces soviétiques de l'avancée vers les champs pétrolifères et à perturber les liens vitaux de transport par rail et par rivière entre les forces soviétiques du Nord et du Sud. Hitler a reconnu la valeur de propagande de la prise de la ville nommée Staline, mais pendant la planification de l'offensive, l'armée soviétique l'a capturée. Il accordait une importance de plus en plus grande à la réalisation de cet objectif, rêvant de l'insulte que cela serait pour Staline de voir une svastika nazie flotter au-dessus des restes fumants de sa ville. Toutefois, lorsque les préparatifs démarraient, plusieurs commandants de la Wehrmacht ont manifesté leurs inquiétudes à propos du plan. La ligne de front que le groupe d'armées sud devait établir était immense, s'étendant bien au-delà de 1000 miles, mettant une énorme pression sur la chaîne d'approvisionnement allemande, un aspect de la machine de guerre nazie qui commençait déjà à fléchir, et était également l'une des principales raisons de l'offensive en premier lieu. De plus, il y avait toujours le risque que les Allemands se dispersent trop, offrant aux Soviétiques l'opportunité de percer là où la ligne était la plus mince, et d'encercler des poches de forces allemandes. Les Allemands étaient parfaitement conscients de l'efficacité de telles tactiques, les ayant utilisées avec succès à de nombreuses reprises, y compris lors de la bataille de Kharkov, mentionnée précédemment en mai. Von Bock était particulièrement critique à l'égard de cette partie du plan, car elle reposait fortement sur des unités non allemandes, telles que les Roumains et les Hongrois, pour couvrir les flancs de la Wehrmacht pendant leur avancée, et qui s'étaient montrés moins capables et même moins engagés que les Allemands pendant toute l'entreprise orientale. Pour répondre à ces 2 préoccupations, une grande confiance a été placée dans la Luftflotte 4 de la Luftwaffe, qui, en plus de fournir un soutien aérien rapproché aux forces allemandes en progression, pourrait également aider à bloquer toute percée soviétique loin de la force principale allemande et fournir un soutien logistique en acheminant des fournitures par avion. Cela s'ajoutait à la couverture aérienne fournie par les chasseurs de la Luftwaffe contre les avions soviétiques, dont les efforts, malgré un avantage numérique sur les Allemands, étaient souvent rendus inefficaces par de mauvaises tactiques et une structure de commandement inflexible. Sous le commandement du général autrichien Alexander Löw, la Luftflotte 4 avait mené une guerre intense avant juin 1942, y compris des campagnes de bombardement à grande échelle contre la guerre à Varsovie en Pologne, en 1939. Le moral était toujours généralement élevé, en particulier parmi les pilotes de chasse, qui voyaient le front de l'Est comme un moyen d'augmenter rapidement leur score contre des pilotes soviétiques inférieurs, mais la fatigue parmi les hommes et leur équipement devenait de plus en plus un problème sous-jacent, la force de la Luftwaffe ayant été largement privée de périodes de repos significatives depuis le début de l'invasion. Néanmoins, plus de 1500 avions allemands étaient disponibles pour soutenir l'Opération Bleue au début de la campagne. L'Opération Bleue fonctionnerait dans 2 domaines clés. Le premier était au nord des champs pétrolifères objectifs, sécurisant les rives du fleuve Don, puis avançant vers la Volga, sécurisant ainsi le flanc nord pour que le flanc sud avance sur les champs pétrolifères. La 6e armée de Paulus serait chargée d'avancer sur Stalingrad dans le cadre de l'avancée du flanc nord, dans le but de priver les Soviétiques de leurs liens de transport vers le sud. Alors que l'offensive se rapprochait de plus en plus, le général allemand Georg Stumme, commandant du 40e Panzerkorps, a désobéi aux ordres en vigueur de Hitler et a délibérément distribué un aperçu de l'offensive à un certain nombre de ses subordonnés. Il a désobéi à Hitler, qui voulait une discrétion absolue du plan même de nombreux commandants de division, car la tradition militaire allemande dictait le partage des plans d'opération, de sorte que si la chaîne de commandement était perturbée en bataille, le plan se déroulerait toujours comme une machine bien huilée.
Après qu'un officier allemand a atterri en urgence derrière les lignes soviétiques et a été abattu, les soviétiques ont récupéré et envoyé le plan. L'armée allemande a récupéré les plans sur le cadavre du soldat. Juste avant l'offensive, les soviétiques ont obtenu le plan complet de Hitler, incluant les cartes, montrant le déploiement des unités allemandes et de l'axe jusqu'à la Volga et le Caucase. Cela a naturellement déclenché des alarmes parmi les dirigeants allemands. Stumme a été rappelé à Berlin, où un Hitler furieux a insisté pour qu'il soit jugé en cour martiale pour son mépris flagrant des ordres en vigueur concernant les plans de bataille. Il a été épargné de justesse de la prison, ou pire, lorsque plusieurs nazis de premier plan, dont Hermann Göring, ont plaidé en sa faveur. Au lieu de cela, son sort a été de remplacer Rommel en tant que commandant du condamné Afrika Korps dans ses derniers jours. Le 24 octobre 1942, des troupes britanniques ont ouvert le feu sur une voiture d'état-major allemande, aperçue près des lignes de front allemandes en Égypte. C'était celui de Stumme, et les Britanniques ont récupéré le corps du général mort après que son chauffeur l'a laissé derrière lui alors qu'il battait en retraite précipitamment. Stumme a continué avec l'opération bleue. La question qui préoccupait ceux qui étaient informés officiellement ou non du plan était de savoir ce que les Soviétiques feraient pour les contrer, étant donné qu'ils connaissaient les objectifs des Allemands. Toutefois, ils n'avaient pas à s'inquiéter. Faisant preuve de son niveau de paranoïa habituellement élevé, Staline a rejeté les plans capturés comme n'étant guère plus qu'une ruse allemande, étant donné que, selon lui, les plans avaient simplement été remis aux Soviétiques. Il pensait qu'il voulait le persuader de redéployer des troupes pour défendre Moscou et s'assurer qu'il pensait que l'Union soviétique pourrait gagner, mais n'était qu'un acteur secondaire dans cet objectif. En réalité, c'était l'inverse qui se produisait, Hitler ordonnant aux troupes sur le front de Moscou de tenir la ligne, tandis que les forces autrefois engagées contre la capitale soviétique étaient déployées au sud pour aider à la capture de la région du Caucase. Avant le lancement de l'offensive, l'Union soviétique a commencé à se battre. L'Union soviétique devait commencer son combat. Le soutien logistique pour la relocalisation des forces dans leur zone de rassemblement s'est intensifié. Des trains roulant sur les rails russes transportaient des troupes, des chars, des véhicules blindés et tous leurs approvisionnements nécessaires depuis l'Ouest. Mais malgré tout, le problème du réapprovisionnement après le début de l'offensive rongeait les commandants allemands qui ont néanmoins décidé de faire confiance à Hitler une fois de plus, le Führer ne les ayant pas encore déçus. Le 28 juin 1941, l'offensive a commencé lorsque la 4e armée Panzer, sous le commandement du compétent général Hermann Hoth, a commencé leur charge vers leur objectif. Soutenue par un intense soutien aérien rapproché, la 4e armée Panzer de Hoth a fait une avancée rapide vers l'Est, alors que les Soviétiques, qui avaient maintenant appris à ne pas se laisser prendre dans des batailles avec les Allemands où ils pourraient être encerclés, ont effectué une retraite moins coordonnée, se démêlant pour essayer de maintenir une ligne défensive. Cependant, les avions de l'or ont constamment réussi à faire une brèche dans toute formation soviétique qui se dressait sur leur chemin. Finalement, la situation est devenue si critique que les Soviétiques ont été contraints de déplacer leur quartier général à Castogne pour le protéger des unités aériennes et blindées allemandes qui affluaient vers l'Est. Le 30 juin, Staline a estimé que la situation justifiait que le chef du corps blindé de l'armée rouge, Yaren Fedorenko, prenne le commandement des plus de 1000 chars dans la région, allant des légers T-60 jusqu'aux lourds de la série KV pour les forces de Hoth. Cependant, malgré cet avantage théorique, les unités de chars soviétiques ont eu du mal à se traduire en quelque chose de significatif, apparaissant rarement en nombre significatif pour contrer l'avancée ordonnée des Panzer et des Tigers allemands. Le 7 juillet, les forces allemandes ont commencé à occuper de grandes zones de Voronezh, y compris, le plus important, la série de ponts traversant la rivière. Les Soviétiques ont tenté de contre-attaquer, mais c'était hâtivement organisé et s'est terminé en désastre, tandis qu'un autre, l'attaque soviétique à l'ouest, entre Voronezh et Koursk, a été stoppée par une lourde artillerie allemande et un soutien aérien. Mais les Soviétiques n'avaient pas encore fini et ont continué à envoyer de plus en plus d'hommes à la ville. Hoth, quant à lui, a trouvé ses chars en attente de l'arrivée de l'infanterie de soutien qui a été retardée de 48 heures. Les combats dans la ville se sont rapidement transformés en une lutte acharnée, les bâtiments étant réduits en décombres, offrant des emplacements idéaux pour les Soviétiques pour tendre des pièges et fournir une couverture pour les tireurs d'élite et les nids de mitrailleuses, forçant les Allemands à commencer à utiliser largement des lance-flammes et des obus à haut pouvoir explosif pour débarrasser les bâtiments de leurs adversaires.
Avec l'infanterie qui arrive maintenant pour prendre le relais des combats, l'armée de Panzer de Hoth devait maintenant se tourner vers le sud-est en direction de Stalingrad et soutenir la 6e armée de Paulus qui avançait sur la ville. C'est à ce moment-là, cependant, que les gains de l'Allemagne ont commencé à ralentir, car 2 facteurs clés allaient entrer en jeu qui inhiberaient leur progression. Comme on le craignait avant que le cas bleu ne commence même. La chaîne d'approvisionnement allemande n'était tout simplement pas à la hauteur de la tâche de suivre le rythme des avancées allemandes, en particulier puisque les forces soviétiques étaient en retraite généralisée, leur propre cohésion ayant été rompue. Les forces allemandes se sont retrouvées dans certaines zones 10 jours en avance sur le programme, et en conséquence, les approvisionnements, en particulier de carburant, étaient souvent lents à rattraper, et à plus d'une occasion, ils ont été forcés de simplement maintenir leur position. Des avions comme le Junkers Ju-52-3 ont dû garder leur position. Le transport a été utilisé pour accélérer le processus, mais sa capacité était limitée et les Allemands devaient trouver ou construire des sites d'atterrissage adaptés. L'autre problème qui a émergé pendant cette période était la frustration croissante entre von Bock et ses commandants avec Hitler et le haut commandement allemand à Berlin. Traditionnellement, les commandants allemands et prussiens recevaient un objectif, un aperçu général de comment l'atteindre et les fournitures nécessaires. Cela leur imposait une forte pression pour construire et traquer les Allemands libres, permettant à des généraux comme Rommel de démontrer leur talent militaire dans les premières campagnes de guerre. Maintenant, cependant, Hitler prenait lui-même un rôle beaucoup plus actif dans l'orchestration de l'offensive, mais Hitler n'a jamais été un général. Ainsi, von Bock s'est disputé avec un ancien caporal sur la suite des opérations. Hitler voulait poursuivre avec la 2e phase du plan bleu, avec la 1re armée Panzer avançant du sud et rejoignant l'armée de Hoth. Von Bock n'était cependant pas d'accord, car, tout simplement, il savait que l'armée rouge s'était largement retirée de la zone, et donc les pertes soviétiques dont Hitler rêvait n'auraient pas lieu. Il savait également que les soviétiques se réorganisaient sur de nouvelles positions le long des fronts de Voronej, et il voulait écraser ces forces soviétiques avant de progresser sur Stalingrad, mais cela signifiait des retards, ce qui ne plaisait pas à Hitler. Pour sa part, Hitler était frustré que von Bock continue de se battre à Voronej, estimant que ce n'était pas un objectif principal et que cela servait de distraction, tout en ayant l'impression qu'il était trop prudent dans sa gestion de l'opération et qu'il ne saisissait pas les opportunités qui se présentaient. Hitler perdait ainsi rapidement confiance en la capacité de von Bock à commander le groupe d'armées sud lors de cette offensive critique qui aurait des répercussions sur la guerre bien au-delà du champ de bataille. Hitler a décidé que la meilleure façon d'avancer serait de diviser le groupe d'armées sud en 2 groupes plus petits. Le groupe A serait commandé par le maréchal Wilhelm List, dont les forces comprennent la 1re armée de panzer allemande, les 11e et 17e armées et la 3e armée roumaine, et ils ont été affectés à la région sud pour capturer les champs pétrolifères eux-mêmes. Pendant ce temps, le groupe B a été chargé de continuer le combat pour sécuriser le flanc nord et resterait sous le commandement de von Bock et comprenait la 6e armée de Paulus, qui a maintenant reçu l'ordre d'attaquer Stalingrad, en conjonction avec l'offensive principale au sud, avec le soutien des troupes roumaines, hongroises et italiennes. Croyant que les soviétiques s'étaient repliés sur le Bas-Don, au nord de Rostov, Hitler a ordonné à la 4e armée de Panzers de Hoth de se diriger vers le sud derrière l'armée de Paulus, avançant sur Stalingrad pour soutenir les panzers de von Kleist dans l'encerclement de l'ennemi là-bas. Mais bien sûr, il n'y avait pas d'ennemi significatif à encercler. Au lieu de cela, le déplacement des forces de Hoth vers le front sud les a sortis de la lutte principale et a mobilisé un grand nombre de ressources, ainsi que l'encombrement des routes et des chemins de fer nécessaires pour soutenir le mouvement vers le sud. En fait, les embouteillages devenaient un problème majeur pour les Allemands. Ils s'attendaient à combattre un ennemi retranché, mais au lieu de cela, la rapidité de leur avance signifiait que les forces allemandes se retrouvaient prises dans les mouvements des uns et des autres sur les quelques routes praticables de la région. Hitler a commencé à profiter de la situation pour se démarquer. Des chars moyens T-34
ont approché les forces allemandes près de la gare de Morozovski. L'infanterie allemande a pris et fortifié les habitations voisines, pendant que les panzers et autres véhicules étaient encore en déchargement et préparation pour le combat. À 17h40, le 16 juillet, 3 T-34 et 2 T-60 sont arrivés de la ferme Morozov voisine, alors qu'ils sondaient la zone à la recherche de forces allemandes. Ils ont rapidement été pris pour cible par les Allemands, cependant il manquait de canons anti-chars assez puissants pour percer l'épaisse armure inclinée du T-34 soviétique et ont donc été eux-mêmes détruits sans perte, bien qu'un T-34 ait subi une panne de boîte de vitesse et ait dû être remorqué jusqu'aux lignes soviétiques. Croyant que cette petite unité de reconnaissance était la seule armure dans la zone, les Allemands ont envoyé 4 chars et des canons anti-chars de soutien à leur poursuite. Ils ont découvert 2 puissants canons anti-chars dans la zone. Les Allemands ont envoyé 4 chars et soutenu des compagnies entières de chars soviétiques devant eux. Et malgré un effort vaillant où ils ont détruit un T-34 et désactivé 2 autres, les soviétiques ont détruit 2 chars allemands, capturé un troisième après qu'il a été désactivé et détruit plusieurs canons anti-chars. Auparavant, à partir du 17 juillet, Paulus a fait sa poussée pour Stalingrad, ayant été renforcé avec, entre autres unités, la 24e division Panzer et leur assortiment de différents types de Panzer, portant la force de son armée à près de 400 000 hommes. Cependant, son armée n'était en aucun cas à l'abri du problème d'approvisionnement qui épuisait la Wehrmacht ailleurs sur le front de l'Est, et cela a ralenti son avancée sur la ville. De plus, des généraux comme von Kleist se demandaient pourquoi les panzers de haute n'avaient pas reçu l'ordre de se diriger directement vers Stalingrad avec Paulus, puisqu'ils croisaient littéralement leur chemin de toute façon. Mais le Führer ne pouvait pas être remis en question. Le même jour, Hitler a relevé Bock de ses fonctions de commandant du groupe d'armée B, le remplaçant par Maximilian von Weichs. Ayant perdu la confiance du Führer, Bock n'a plus jamais occupé de poste de commandement supérieur dans la Wehrmacht pour le reste de la guerre, se retirant plutôt tranquillement. Sachant que la ville était désormais ciblée par les Allemands, le maréchal soviétique Timochenko a signé la directive Negro 23, dans lequel il a simplement défini que la tâche des Soviétiques dans la bataille à venir était de simplement conserver le front de Stalingrad à tout prix. Cependant, l'incapacité de Timochenko à repousser les Allemands après l'offensive a été punie par Staline, qui le 21 juillet l'a remplacé par Vladimir Nikolaevitch Gordov. Pendant ce temps, la force de Paulus était en combat intense avec la 62e armée soviétique et était sur le point de détruire son flanc droit lorsque les Soviétiques ont lancé une puissante contre-attaque. Opérant sans couverture aérienne, les chars soviétiques ont été bombardés à maintes reprises alors qu'ils tentaient de contourner le flanc arrière gauche de Paulus. Mais grâce à leur ténacité, les Soviétiques ont réussi à le faire. Le 29 juillet, grâce à leur ténacité et au nombre, les chars soviétiques ont menacé la force de Paulus, maintenant prise dans un mouvement en tenaille. Les Soviétiques ont ainsi réussi à mettre la 6e armée sur la défensive, tirant Paulus à l'ouest de son objectif, bien que temporairement, et il faudrait des jours de combat acharnés pour reprendre la marche vers Stalingrad, arrivant en périphérie de la ville fin août. Staline pouvait désormais observer l'armée allemande et les véritables intentions de celle-ci, notamment son avancée vers la ville portant son nom. Il pouvait également voir que la retraite de l'armée rouge avait cédé d'énormes zones de terre aux Allemands, déjà pour un coût relativement faible pour les deux côtés, ce qui pour lui signifiait que ses forces ne se battaient même pas jusqu'au bout pour la mère patrie. Par conséquent, le 28 juillet 1942, il a émis l'ordre Nero 227, mettant fin aux retraites organisées. Il disait « Le peuple de notre pays, pour tout l'amour et le respect qu'il a pour l'armée rouge, commence à ressentir de la déception envers elle. Ils perdent foi en elle, et beaucoup maudissent l'armée rouge pour avoir livré notre peuple au joug des oppresseurs allemands pendant que l'armée s'enfuit vers l'Est. C'est donc, le temps de la retraite est terminé. Pas un pas en arrière. Cela doit maintenant être notre mot d'ordre. » Avec cet unique ordre, le leader soviétique avait préparé le terrain pour la bataille décisive de Stalingrad, qui allait symboliser la lutte même entre le national-socialisme d'Hitler et le communisme de Staline. Cela a aussi marqué la fin de l'Union soviétique. L'Union soviétique était pour ses milliers de soldats, car pour une assurance supplémentaire contre la retraite, l'ordre de Staline prévoyait la mise en place d'équipes de mitrailleuses par les plus fiables de ses troupes derrière les soldats soviétiques avançant. Si quelqu'un reculait lors d'une attaque,
Alors ces mitrailleurs les élimineraient pour leur lâcheté perçue, peu importe si les chances de succès contre la position allemande étaient ou presque nulles. L'aspect cynique des directives de Staline était qu'il ne pourrait pas seulement vaincre l'Union soviétique, mais aussi l'Union soviétique peut être autodétruite. Barricades et pièges à chars et soutenant les soldats en apportant de la nourriture et des fournitures, ainsi qu'en continuant à produire des armes dans les usines d'armement de la ville. Staline croyait également qu'en gardant les civils enfermés dans la ville, les soldats de l'armée rouge seraient inspirés pour se battre plus durement pour leur protection. Il y avait en effet un désir passionné de résister parmi les soldats soviétiques, mais la confiance en leurs officiers était parfois éphémère, compte tenu de la paranoïa à propos de leur conduite, qui descendait du sommet jusqu'aux lieutenants les plus humbles. Staline était parfaitement conscient de la manière dont l'ancêtre de l'armée rouge, l'armée impériale russe, s'était retourné contre le tsar et son aristocratie lors de la Première Guerre mondiale, encouragée par lui et Lénine, et craignait toujours que la même chose n'arrive maintenant à son gouvernement. Une conséquence de cela était une méfiance entre les officiers et leurs hommes qui sapaient le moral. Que les soldats soviétiques croient ou non autant aux idéaux du communisme qu'il était dépeint dans la propagande soviétique dépendait de la conviction de chaque homme. Ce qui les poussait cependant, c'était la connaissance de ce que les Allemands avaient fait sur le territoire soviétique qu'ils avaient déjà capturé. Les meurtres de masse et les viols, même d'enfants et de personnes âgées, laissaient les soldats avec une haine brûlante des envahisseurs et un profond désir de s'assurer que la même chose n'arrive pas à leur ville natale et ville. Cependant, comme les Allemands, l'échelle titanesque du front de l'Est signifiait que les problèmes d'approvisionnement étaient toujours un casse-tête pour les Soviétiques, aggravés par le déplacement de la fabrication d'armes à l'Est pour les garder hors de portée des bombardiers allemands, ce qui retardait la livraison de nouvelles armes. Les alliés occidentaux de la Grande-Bretagne et des États-Unis ont aidé à combler le déficit en équipement, mais l'annulation récente des convois arctiques suite au désastre du convoi 17 signifiait qu'il n'y en aurait plus avant les mois d'hiver, lorsque l'obscurité dissimulerait leur approche des avions allemands. Ainsi, l'équipement soviétique à Stalingrad en août 1942 était un mélange d'anciennes et de nouvelles armes, souvent récupérées n'importe où elles pouvaient être trouvées. Parfois, des unités entières seraient équipées d'un type d'arme, comme des fusils à verrou ou des mitraillettes. Les fusils avaient une excellente portée, mais un temps de rechargement lent, ce qui était bon pour combattre sur de longues distances. Rude, mais presque inutile dans le combat de maison à maison à courte portée. Avec la mitraillette, la situation était l'inverse. Mais tout cela dépendait bien sûr de savoir si les hommes recevaient une arme ou non. De manière célèbre, certaines unités ne recevaient que la moitié des armes dont elles avaient besoin, et la solution à cela était de jumeler les hommes, l'un avec une arme et l'autre avec des balles fraîches, qui ramasseraient l'arme après que le premier homme ait été abattu. Le 23 août, le temps de préparer la ville pour se défendre contre la 6e armée de Paulus était le même que le premier homme qui a été abattu le 23 août. L'armée, maintenant soutenue par la 4e armée de Panzer de Hoth, attaquant la ville depuis le sud, avait épuisé son temps. Cependant, alors que les défenseurs soviétiques regardaient la masse de panzers et d'infanterie qui s'approchait d'eux, c'est du ciel que les Allemands frapperaient en premier. Comme cela avait été le cas pendant une grande partie de l'offensive, la Luftwaffe avait été simultanément la pointe de chaque offensive, bombardant les forces ennemies devant la poussée allemande et la force de blocage, aidant à sécuriser leurs flancs, souvent en conjonction avec les troupes. Des unités alliées allemandes étaient commandées par le général von Richthofen, cousin du baron rouge de la Première Guerre mondiale, Manfred von Richthofen, et as décoré. Il a succédé à Alexander Lowe, qui avait été déplacé au commandement de la 12e armée. Proche de Hermann Göring, von Richthofen rejoint la naissante Luftwaffe en 1933, menant des expériences pour améliorer les tactiques de soutien aérien, rapprochées, testées en Espagne, puis adoptées par l'armée allemande en 1935, en Pologne, avant qu'il ne soit perfectionné à l'art, au moment où l'invasion de la France avait commencé. Richthofen était caractérisé par ses hommes comme un commandant agressif qui se jetait dans tous les aspects du vol opérationnel, et bien qu'il avait confiance en les capacités de ses propres hommes, il n'était pas timide quand il s'agissait d'exprimer ses sentiments si d'autres commandants, soit dans les airs, soit sur le terrain, échouaient dans leurs objectifs. Sa nature agressive le rendait populaire auprès du Führer, mais il était compréhensible qu'il était méprisé par plusieurs de ses hommes et il n'était pas un bon homme pour lui.
il était un mauvais homme pour lui, et il n'était pas un bonhomme pour lui, et il n'était pas un bonhomme pour lui, et il n'était pas un bonhomme pour lui. Les généraux allemands avec lui et la moitié de la 4e armée de Panzer avaient une relation particulièrement houleuse. Pour soutenir une poussée terrestre de la pointe de Paulus dans la ville, Richthofen a concocté une opération de bombardement où ses avions largueraient un grand nombre d'explosifs et d'armes incendiaires. Ces dernières, destinées à provoquer des incendies qui se propageraient rapidement à travers les nombreux bâtiments en bois qui composaient une grande partie des zones suburbaines de la ville. Alors que les bombes pleuvaient, les soldats, les civils défendant Stalingrad se retrouvèrent pris dans un incendie où les gens mouraient littéralement asphyxiés alors que les feux consommaient tout l'oxygène à l'intérieur des abris. Le bombardement était indiscriminé et a dévasté de vastes zones autour de la ville, avec des chiffres de victimes se chiffrant en dizaines de milliers. Coïncidant avec le début de l'assaut aérien, la pointe de Paulus avança sur la ville, composée du 14e corps de Panzer sur le flanc droit et du 50, et un corps sur la gauche. Leur frappe fut rapide, et ils ont rencontré une résistance soviétique déterminée à presque chaque étape, mais ils ont rapidement percé jusqu'au côté nord de la ville, atteignant finalement la Volga. C'était une attaque triomphante, mais il n'y avait pas de temps pour célébrer car dès le lendemain, les forces soviétiques composées des 62e, 64e et 1ères armées de la garde ont rapidement comblé le vide laissé derrière eux, bloquant le chemin entre eux et le reste des forces de Paulus et les menaçant sérieusement de destruction. Incapables d'échapper à l'attaque, les forces soviétiques ont réussi à échapper à l'attaque. Paulus a rapidement mis en place une opération de secours pour les Allemands piégés, mais a été ralenti par une résistance farouche des troupes soviétiques interdites de retraite. Parallèlement, Luftlotte de 4 a continué à bombarder la ville pour détruire les défenses soviétiques et éloigner les troupes soviétiques de la pointe allemande encerclée. Conscient que cela prendrait plusieurs jours pour atteindre les forces soviétiques maintenant qu'elles se sont retirées, les forces soviétiques s'étaient regroupées. La Luftwaffe a également été contrainte d'effectuer des largages de ravitaillement à la force encerclée pour les aider à continuer à se battre en attendant le secours. Le 25 août, von Richthofen a décidé de rejoindre ses hommes lors d'une mission de bombardement sur la ville. Tel est le faible risque des combattants soviétiques à cette époque. Volant dans son avion personnel, on dit qu'il a regardé la ville brûler avec un énorme sentiment de satisfaction, se délectant de sa destruction, comme il l'avait fait sur Varsovie, indépendamment des vies civiles des forces soviétiques. Les forces soviétiques avaient été. Les forces soviétiques ont dû se retirer de la ville après un assaut, suivi d'une nouvelle offensive menée par le 48e corps de Panzer de Paulus, visant à rejoindre et à ravitailler les Allemands encerclés. Cependant, les Panzers, vulnérables aux embuscades dans les rues étroites de la ville bombardée, ont pu atteindre les Allemands et déposer leurs fournitures, mais ont dû se retirer en raison d'un manque d'infanterie pour repousser les attaques soviétiques, craignant d'être piégés. Sud de la ville, la 4e armée de Panzer de Hoth a frappé vers le nord en direction de la Volga, protégée par les 51 et 57 armées soviétiques. Malgré des gains initiaux, les soviétiques tenaces ont réussi à repousser son armée, le forçant à se retirer et à se regrouper en préparation de la prochaine poussée. Cependant, peut-être devenant trop confiant à la suite de ce succès, ou estimant que la 6e armée était la plus grande menace, les soviétiques ont retiré certaines des unités de l'armée soviétique, et les soviétiques se sont retirés vers le flanc sud de la ville vers le nord pour aider à empêcher Paulus de secourir ses hommes encerclés. Sentant sa chance, Hoth a de nouveau attaqué et a commencé à repousser les soviétiques dans la ville assiégée. Tandis qu'après une semaine de combats acharnés et de bombardements aériens intenses par Luftlotte, 4 les forces de Paulus ont finalement rejoint le 14e Panzer et le 51 corps, les épargnant de la destruction. Inconnu de tous à l'époque, ce premier round à l'intérieur de la ville présageait de manière inquiétante. Les Allemands ont repoussé les Soviétiques, capturant des aérodromes cruciaux pour leur réapprovisionnement, dont le plus important était Pitomnik, pris le 3 septembre. Situé à 15 km à l'ouest du centre-ville, il possède une longue piste en béton et l'infrastructure pour accueillir de grands avions de transport, comme le Focke-Wulf FW-200 à 4 moteurs. Les Soviétiques ont tenté d'empêcher leur avancée. Effort pour endiguer l'avancée allemande à travers la ville maintenant en ruine, Staline a ordonné des renforts dans des barges depuis l'autre côté de la Volga. Mais avec la Luftwaffe contrôlant les cieux,
La rivière s'est teintée de rouge alors que les troupes soviétiques étaient mitraillées et bombardées dans leurs barges. Dès qu'ils atteignaient Stalingrad, ils étaient souvent immédiatement lancés contre les Allemands dans de grandes attaques de vagues humaines avec peu plus qu'une arme et quelques munitions s'il avait de la chance. À ce stade de la bataille, les Soviétiques ont réussi à avancer et les Soviétiques ont réussi à, heureusement, l'espérance de vie moyenne d'un soldat soviétique, une fois à l'intérieur de la ville, était mesurée en heures, avec plus de 24 étant l'exception plutôt que la norme. Cependant, une fois que les soldats soviétiques ont survécu à ce baptême initial du feu et se sont intégrés dans la bataille, ils ont découvert que le bombardement allemand avait un avantage imprévu en leur faveur. Les ruines des bâtiments offraient d'innombrables positions pour se cacher et tendre des embuscades aux troupes allemandes ou dissimuler des tireurs d'élite qui pouvaient éliminer les officiers allemands dans l'espoir de perturber l'approvisionnement des troupes soviétiques vers le fonctionnement de l'unité allemande. De plus, l'avantage offert par l'armure allemande était presque annulé, car les rues étaient bloquées par des débris et des barricades soviétiques, faisant de la lutte pour Stalingrad une affaire principalement d'infanterie. Cependant, les Allemands continuaient à avancer vers la Volga. Le 14 septembre, l'assaut final allemand sur la Volga a commencé, et le lendemain, les troupes allemandes ont dépassé l'immense silo à grains de la ville. Cette imposante structure, mesurant 90 mètres de long et 35 mètres de haut, avait à peine 2 ans ayant été achevée en 1940 et abandonnée par son personnel qui avait rejoint la défense de la ville. Cependant, lorsque les troupes allemandes sont entrées dans la zone, le lieutenant soviétique Polyakov a décidé qu'elle offrirait l'emplacement idéal pour fortifier la position de ses hommes et a conduit 27 d'entre eux à l'occuper, armés seulement de quelques fusils, mitrailleuses et mortiers. Plus tard dans l'après-midi, alors que les Allemands se rendaient compte de ce que Polyakov préparait, ils ont attaqué avec de l'infanterie et une poignée de panzers, mais incroyablement, les troupes soviétiques ont réussi à les repousser. Étonnamment, les Allemands n'ont pas réussi à les réprimer le lendemain ni le jour suivant. Un soldat allemand, nommé Wilhelm Hoffmann, a décrit à quel point il était frustrant de ne pas pouvoir les déloger. Écrivant dans son journal, il a remarqué « L'ascenseur est occupé non pas par des hommes, mais par des diables que ni les flammes ni les balles ne peuvent détruire. » Finalement, on a fait appel à des Stukas pour détruire l'ascenseur. Mais même cela a échoué, forçant les Allemands à encercler le site et à tenter d'épuiser les défenseurs avec le temps. Avec des bombes tombant du ciel et des mortiers et de l'artillerie tirée sur le côté de la structure, inévitablement bien sûr, Polyakov a réalisé qu'il ne pourrait pas tenir indéfiniment. Le 21 septembre, les Allemands ont changé de tactique et ont envoyé un groupe de collaborateurs soviétiques pour tenter d'encourager les défenseurs à se rendre, mais Polyakov a refusé et donc les Allemands ont attaqué à nouveau. Ce jour-là seulement, la petite garnison soviétique a tué 30 Allemands et en a blessé 72 de plus, mais Polyakov savait qu'ils étaient en sursis. Et cette nuit-là, lui et les survivants de son unité ont tenté de s'échapper, 15 d'entre eux arrivant sur les lignes soviétiques le 24. L'image de l'élévateur à grains dévasté dans la propagande soviétique est devenue un symbole de la ténacité et de la détermination soviétique à repousser les envahisseurs allemands. Les commandants allemands, tant sur le terrain qu'à Berlin, étaient effarés par la férocité des combats à Stalingrad et ce nouvel esprit de défiance soviétique. Convaincus de leur supériorité au combat grâce aux tactiques du Blitzkrieg, les Allemands combattant à Stalingrad se voyaient revenir en arrière en termes de tactique, alors qu'ils menaient une simple bataille d'usure entre hommes dans des espaces si restreints que les baïonnettes et les couteaux de botte étaient tout aussi utiles que les balles et les grenades. Les pertes étaient plus importantes pour l'Union soviétique que pour l'autre côté, mais moins utiles que les munitions. Et n'écoutez pas. Pour lui, cela était devenu plus qu'une simple autre bataille. C'était maintenant un échiquier, avec lui jouant d'un côté et Staline de l'autre, et Hitler était déterminé à gagner. Cependant, même cette obsession ne pouvait ignorer certains faits concernant la situation allemande. Les pertes dans les armées de Paulus et Hoth étaient effroyables et des remplacements étaient cruellement nécessaires. Les chars s'usaient à cause d'une combinaison d'utilisation prolongée et de punitions répétées de la part des soviétiques, tandis que les unités d'artillerie signalaient que les canons de leurs canons de campagne s'usaient. La Luftwaffe, quant à elle,
avait été si fortement impliqué dans le soutien à la fois de l'attaque sur Stalingrad et de la charge dans les champs pétrolifères de la région du Caucase, que ces hommes et leurs machines souffraient d'une fatigue chronique. Et bien sûr, si tout cela n'était pas suffisant, la chaîne d'approvisionnement allemande souffrait toujours d'interruptions fréquentes, de nombreux soldats allemands se résignant à voler de la nourriture dans la ville, voire même à tirer sur l'ennemi, et à manger les chevaux qu'ils avaient amenés avec eux. Mais Hitler ne voulait toujours pas écouter, et furieux des avertissements de Halder les qualifiant de trop pessimistes, il le congédia le 24 septembre, tandis que Weiss décida que la seule chose à faire pour compenser les pertes de Paulus dans la ville était de redéployer les unités allemandes couvrant les flancs nord et sud, où les combats étaient sporadiques à inexistants, et de faire assumer ces positions presque entièrement par des unités roumaines et italiennes. C'était un mouvement logique, étant donné la situation, bien que beaucoup dans le haut commandement allemand étaient plus qu'un peu nerveux à l'idée de compter sur ces unités. Les Italiens, en particulier, qui avaient prouvé à maintes reprises qu'ils étaient bien inférieurs aux combattants allemands et à de nombreux alliés, mais il n'y avait pas d'autre alternative. Convaincu de la victoire, le 30 septembre, Hitler a prématurément déclaré que la ville était pratiquement tombée, alors qu'en réalité, les forces de Paulus et Hoff étaient engagées dans une impasse amère avec les Soviétiques. Les Italiens, qui avaient maintenant été repoussés dans une bande de la ville de 9 miles de long le long de la Volga. À certains endroits, les Allemands étaient si proches du grand fleuve qu'ils échangeaient des tirs directs avec les troupes soviétiques qui le traversaient. Mais néanmoins, ni Staline ni l'armée rouge n'étaient prêts à abandonner ce qui restait de la ville. Pas un pas en arrière. Ailleurs, les forces d'Hitler rencontraient des événements similaires. La bataille pour les champs pétrolifères du Caucase n'avait pas réussi à résoudre le problème d'approvisionnement en pétrole de l'Allemagne. Tout comme à Stalingrad, les troupes soviétiques étaient forcées de tenir le terrain ou de mourir en essayant, saignant lentement la Wehrmacht à mort alors qu'elles avançaient. C'est avec une certaine ironie que probablement le plus grand inhibiteur de l'avance vers le sud-est était la pénurie croissante de carburant qui entravait sérieusement les colonnes blindées du groupe d'armée A, les ralentissant et permettant aux Soviétiques d'avoir du temps et de l'énergie. C'était le moment de saboter ou de détruire tous les champs pétrolifères sur le point de tomber aux mains des Allemands. Au lieu de doter les Allemands du sang vital de leurs machines de guerre, ils l'épuisaient en vain. Se demandant ce que von List tramait, Hitler a envoyé son chef d'état-major des opérations du haut commandement, Alfred Laudl, le rencontrer. Von List a exposé les nombreux problèmes affectant son groupe d'armée, et ainsi Laudl est retourné chez le Führer, expliquant que List faisait de son mieux. Le Führer a désapprouvé et l'a déchargé de ses responsabilités. Le Führer a retiré le commandement à List, assumant personnellement le commandement du groupe d'armée. Alors que le froid d'octobre commençait à mordre, même Hitler a été contraint de reconnaître que son armée ne serait pas en mesure de prendre la région avant l'arrivée de l'hiver, et il a donc ordonné à von Richthofen d'entreprendre une campagne de bombardement contre les champs pétrolifères en Curaçao contre les Soviétiques à partir du 8 octobre. Si lui ne pouvait obtenir le pétrole, Staline non plus. C'était un coup dur pour ses plans, mais au moins, il pouvait se consoler avec la connaissance que ses hommes avaient presque pris la ville de Staline. Il n'avait aucune idée de ce qui allait arriver avec le temps froid. Au sein du Stavka soviétique, le maréchal Zhukov avait élaboré un plan qu'il croyait capable de chasser les armées de Paulus et Hoth de Stalingrad. Il ne suffisait pas simplement d'envoyer des milliers de troupes dans les ruines, car les Soviétiques rencontraient les mêmes problèmes liés au combat de maison en maison que les Allemands. Au lieu de cela, Zhukov a pris note du redéploiement des unités allemandes depuis les flancs de la ville et a réalisé que c'était le moment de tenter un encerclement de la ville en écrasant ses unités de l'axe inférieur au nord et au sud. Zhukov a baptisé son plan Opération Uranus, d'après le dieu grec de l'univers, qui était l'arrière-grand-père de Mars, le dieu de la guerre. Le nom impliquait que cette opération serait tout englobante et à cette fin comprenait près d'1 million d'hommes, des milliers de chars et un monde reconstitué. La première étant l'armée de l'air rouge. Étant donné l'ampleur de l'offensive, c'était en soi une tâche énorme de la garder secrète des Allemands, tandis que la logistique impliquée a repoussé plusieurs fois la date de l'offensive jusqu'à ce qu'enfin, le matin du 19 novembre, il était prêt. Au nord, à 720 heures de Moscou, la 3e armée roumaine a été soudainement frappée par un puissant barrage d'artillerie et de roquettes depuis les lignes soviétiques qui a duré environ 80 minutes
Étourdis et malmenés, les Roumains ont ensuite été horrifiés de voir l'aspect menaçant de plus de 200 chars T-34 avançant sur leur position. À leur crédit, les Roumains ont opposé une résistance farouche, repoussant la première vague. Cependant, ils n'étaient pas suffisamment préparés pour maintenir un tel combat et ont rapidement été repoussés dans une retraite désordonnée. Le lendemain matin, le plan soviétique est devenu clair pour le haut commandement allemand, car dans le sud, plus d'1 millier de roquettes Katyusha ont ouvert un chemin à travers la 4e armée roumaine. Des troupes sont entrées pour remplacer les Roumains en retraite, se déplaçant en une formation à 2 branches qui a contourné la ville avant de se diriger vers le nord. Avec l'effondrement total des lignes roumaines sur les 2 fronts et avec les unités blindées allemandes soit en combat, soit immobilisées dans la ville, le 23 novembre, les 2 forces russes se sont rejointes près de la ville de Kalachy. Le blitzkrieg soviétique a réussi. Ils avaient encerclé et piégé la 6e armée allemande et des éléments de la 4e armée de Panzer, 265 000 hommes, y compris Paulus, mais pas Hoth, à l'intérieur de la ville, les coupant des approvisionnements et des renforts. Cependant, Paulus savait qu'à ce moment critique, l'encerclement n'était vrai que sur une carte et qu'il pouvait sortir de la ville et rejoindre la force principale de la Wehrmacht à l'ouest de lui, avant que les Soviétiques ne consolident leur position. Cependant, une telle retraite était impensable pour Hitler, qui s'accrochait à l'idée qu'une fois qu'un soldat allemand avait pris sa position, aucune puissance ne pouvait le déplacer, et il ordonna donc à Paulus de rester à l'intérieur de ce qui serait par la suite appelé la poche de Stalingrad dans l'histoire, et le chaudron pour les hommes qui y ont combattu, tout en attendant une contre-offensive allemande pour les soulager. En attendant, la priorité était donnée au ravitaillement des troupes dans la poche de Stalingrad, avec toutes les routes terrestres coupées. Et cela signifiait qu'il revenait à la Luftwaffe de faire parvenir par les airs des moyens pour que les hommes de Paulus puissent repousser la destruction. Les estimations faites à l'époque fixaient le strict minimum qui devait être acheminé chaque jour à environ 500 tonnes de nourriture, de carburant et de munitions, tandis que Paulus lui-même en avait demandé 750. Heureusement, plusieurs des aérodromes capturés, dont Pitomnik, restaient entre les mains des Allemands à l'intérieur de la poche, mais la tâche restait néanmoins énorme. Le principal type de transport dans la Luftwaffe était le Junkers Ju-55, un cheval de trait robuste, dur et fiable qui prouverait sa valeur dans les mois à venir, opérant dans les conditions les plus austères de la poche. Cependant, en tenant compte de sa capacité de transport, du temps de vol pour aller à Stalingrad et revenir et du besoin d'entretien et de réparation en raison du traitement punitif qu'il pourrait attendre, les analystes de la Luftwaffe estimaient qu'ils auraient besoin d'au moins 10 500 exemplaires de l'engin pour s'approcher du niveau de réapprovisionnement qui serait nécessaire. Seuls 4 845 ont jamais été construits. Le chef de la Luftwaffe, Hermann Göring, n'a donc eu d'autre choix que de détourner les unités de bombardiers déjà fatiguées et épuisées par les combats pour participer à l'effort de réapprovisionnement. Cela signifiait bien sûr les retirer des opérations offensives, comme celles contre les champs pétrolifères, mais peut-être encore plus crucial, cela les a également éloignés de leur rôle vital de soutien aérien rapproché. De plus, étant des bombardiers, malgré leur taille, ils n'étaient pas conçus pour transporter de lourdes charges de fret et étaient incapables de transporter certains équipements surdimensionnés. Pourtant, malgré ces problèmes, Göring a assuré à Hitler que la Luftwaffe pouvait maintenir Paulus et ses hommes dans le combat et a souligné plusieurs occasions précédentes où ces hommes avaient réussi à ravitailler les unités allemandes encerclées par les airs. Cependant, aucune n'avait jamais été menée à cette échelle auparavant, et pour aggraver les choses, ce n'est qu'après que ce pont aérien était bien engagé que l'un des officiers d'état-major de Göring, Hans Gerscheneck, a réalisé qu'il avait fait une erreur, aboutissant à un chiffre bien supérieur à ce que le bombardier pouvait réellement transporter. En conséquence, l'optimisme de Göring était infondé, et pourtant, après avoir appris l'erreur, lui et le Führer ont décidé de continuer quand même, espérant que les hommes de la Luftwaffe pourraient réaliser un miracle. Enfin, il y avait un facteur qui jouait contre l'opération que Göring n'avait pas encore pleinement apprécié. Jusqu'à présent, ces hommes avaient joui d'une suprématie aérienne presque totale contre l'armée de l'air rouge, et bien que ces pilotes de chasse se défendaient toujours, le poids énorme du nombre d'avions que les Soviétiques lançaient maintenant dans l'arène commençait à faire son effet. Un as allemand a peut-être été capable d'abattre 5 avions soviétiques en un seul combat, mais s'il était confronté à 20, alors, dans le grand schéma des choses, cela n'avait tout simplement pas d'importance. Malgré leur nette infériorité numérique, les pilotes de chasse allemands se sont poussés eux-mêmes et leurs machines jusqu'à la limite de l'effondrement,
volant chaque minute du jour où il le pouvait, ne se posant que pour se réarmer et se ravitailler. Certains pilotes de chasse allemands étaient particulièrement motivés pour protéger les troupes au sol à Stalingrad de l'armée de l'air rouge. Kurt Ebner était un pilote de chasse qui volerait avec distinction au-dessus de Stalingrad, tandis que son jeune frère se battait avec l'infanterie à l'intérieur de la ville. Abattant 30 avions soviétiques dans la bataille, il a combattu pour épargner lui et ses camarades de la mort aux mains des soviétiques. Mais cela s'avérerait finalement en vain, et son frère ne sortirait jamais de la ville en ruine. Alors que le pont aérien commençait, les résultats s'avéraient lamentablement inférieurs à ce qui était nécessaire, avec à peine 200 tonnes qui arrivaient à Potomnik et dans d'autres dirigeables rudimentaires établis dans la poche. Davantage de bombardiers ont été mis en service pour soutenir le pont aérien, certains tentant de larguer des approvisionnements sur les lignes allemandes, bien que dans la dévastation, il était parfois difficile de distinguer les lignes allemandes des soviétiques. Le 7 décembre, le pont aérien atteindrait son apogée. Ce jour-là, la Luftwaffe atteindrait le plus haut niveau d'approvisionnement qu'elle aurait jamais pu espérer atteindre. Le chiffre était seulement de 363 tonnes. 2 jours plus tard, le 9 décembre, l'armée de l'air rouge a lancé une offensive et a mené une attaque dévastatrice sur la base allemande de Tatsinskaya, d'où la majorité des approvisionnements étaient acheminés vers la poche de Stalingrad. Les avions soviétiques avaient détruit 4 transports allemands, 75 tonnes de carburant et 6000 munitions destinées à la 6e armée encerclée. Tous ceux qui étaient dans le cercle intime de Hitler pouvaient voir la vérité, telle qu'elle était présentée sur papier. La Luftwaffe ne pouvait assurer l'approvisionnement nécessaire pour maintenir Paulus et ses hommes, alors que les pilotes allemands avaient perdu le contrôle aérien. De plus, l'hiver était maintenant en plein essor, même la Volga ayant gelé par endroits, permettant aux Soviétiques de conduire des camions de fournitures à travers, dans la ville pour leurs propres hommes. La question qu'il se posait maintenant était de savoir si Hitler le voyait de la même manière et permettrait à Paulus de sortir d'une situation impossible. Le 18 décembre, le maréchal de terrain Erich von Manstein, commandant du groupe d'armée allemand Don, qui comprenait les unités restantes du groupe d'armée B, qui combattait les soviétiques à l'extérieur de la poche et qui serait finalement chargé de sauver Paulus, a envoyé l'un de ses officiers subalternes rencontrer le commandant de la 6e armée et transmettre l'offensive prévue par le maréchal de terrain pour lever l'encerclement. On a informé Paulus que cela se ferait en 2 parties, où la force de secours et sa propre force piégée se battraient l'une vers l'autre, dans des opérations baptisées respectivement Tempête d'hiver et Coup de tonnerre, après quoi les deux se regrouperaient pour créer une nouvelle ligne de front à l'extérieur de la ville et repousseraient d'autres avancées soviétiques pendant l'hiver. Tempête d'hiver avait en fait déjà commencé au moment de la réunion, les forces allemandes ayant attaqué les soviétiques le 12 décembre. Commencé par le barrage d'artillerie lourde Standard, les Allemands ont réussi à percer un trou à travers les lignes soviétiques vers le chaudron. Mais les soviétiques ont une fois de plus combattu avec acharnement pour repousser l'attaque, et en 24 heures, ils ont réussi à réduire l'avancée allemande à un rythme d'escargot, les Allemands manquant simplement de troupes nécessaires pour éliminer de manière décisive les défenseurs soviétiques. Manstein avait prévu d'utiliser une force encore plus grande, avec des panzers supplémentaires, mais on lui a refusé ces unités, car cela aurait signifié les déplacer d'autres fronts, laissant ces zones vulnérables à l'attaque soviétique. Après la réunion, Paulus a commencé à se préparer pour les évasions, consolidant les quelques fournitures qu'il lui restait pour l'opération. Mais il y avait un problème. Manstein avait agi sans informer Hitler, et lorsque le Führer a appris l'existence de Thunderclap, il a été horrifié que cela soit même envisagé par le maréchal. Ainsi, malgré les supplications de Manstein, cela a été rejeté par Hitler, refusant de laisser les troupes allemandes se retirer de la poche de Stalingrad, s'attendant plutôt à ce que la force de secours de Manstein se batte pour y entrer. Comme si cela ne suffisait pas pour Manstein, le jour où l'opération Tempête d'hiver a commencé, les Soviétiques ont eux-mêmes lancé une offensive contre les troupes allemandes combattant dans la région du Caucase, employant à nouveau la tactique réussie de frapper les troupes pro-axe plus faibles qui gardaient en les flancs des Allemands. En plus de la petite Saturne russe, l'offensive a réussi à mettre en déroute l'armée italienne et hongroise et à poser une grave menace à ses forces plus au nord autour de Stalingrad, ainsi qu'à immobiliser les renforts et à consommer les approvisionnements toujours plus réduits disponibles pour les forces allemandes. Paulus était naturellement consterné par la nouvelle de l'annulation de Thunderclap, aggravée par une nouvelle offensive soviétique contre lui quelques jours plus tard. La force de secours de Manstein a continué à se battre,
mais n'a pas pu progresser sans que les propres troupes de Paulus ne se battent vers eux. Manstein a de nouveau supplié Hitler de permettre à la 6e armée de se retirer, mais le Führer a obstinément refusé de bouger, et il a donc fait appel à Paulus pour ignorer les instructions du Führer et partir quand même. Paulus, étant l'officier allemand obéissant, a refusé. Le 23 décembre, Manstein ne pouvait plus maintenir la force de secours en avant de la ligne principale allemande, de peur qu'ils ne soient encerclés et détruits. Et donc, le 23 décembre, il a ordonné à contre-cœur qu'ils se retirent vers la ligne principale allemande. La nuit suivante, un nouveau son a résonné à travers les ruines de la ville, luttant contre le bruit des coups de feu et le rugissement assourdissant de l'artillerie et des tirs de roquettes. Celui des chants de Noël allemands. Mais Noël n'a apporté aucun répit. De plus sombres nouvelles sont arrivées le lendemain, lorsque les Soviétiques ont attaqué l'aérodrome de Tatsenskaja, refusant brièvement son utilisation aux Allemands pour continuer l'effort de réapprovisionnement dans la poche. Ce qui signifie que les avions allemands devaient voler plus loin et plus longtemps, augmentant le danger tout en réduisant le nombre total de vols. Le médecin allemand Kurt Ruber a servi dans la poche de Stalingrad en tant que médecin et a plus tard raconté cette nuit sombre pour les hommes piégés. J'ai passé la soirée de Noël avec les autres médecins et les malades. Nous avons levé nos tasses et bu à ceux que nous aimons. Mais avant que nous ayons eu la chance de goûter le vin, nous avons dû nous jeter à plat sur le sol alors qu'une série de bombes tombait à l'extérieur. J'ai saisi ma sacoche de médecin et couru vers le lieu des explosions, où il y avait des morts et des blessés. Mon abri, avec ses jolies décorations de Noël, est devenu un poste de secours. L'un des hommes mourants avait une blessure à la tête, et je ne pouvais rien faire pour lui. Il était avec nous pour la célébration, puis est parti pour son service. Mais avant de partir, il a dit « Je finirai le chant de Noël d'abord. » Oh, toi joyeux! Il est décédé peu après. Il y avait beaucoup de travail difficile et triste à faire dans notre abri de Noël. Il est tard maintenant, mais c'est toujours la nuit de Noël, et tant de tristesse partout. Étant également pasteur en Allemagne, Ruber a fait de son mieux pour répondre aux besoins spirituels de ses patients, ainsi qu'à leurs besoins physiques. Au dos d'une carte soviétique capturée, il a esquissé une image de la Madonna et l'a accrochée au mur de son bunker, cela devenant une sorte de sanctuaire pour les soldats allemands à la recherche d'un petit morceau de réconfort pendant une saison censée être de bonne volonté envers tous les hommes. Bien que le confort soit un moyen, c'était un terme rare pour les Allemands piégés. Dans ces derniers jours de décembre, ils étaient devenus si habitués à la faim qu'ils ne remarquaient parfois pas les douleurs dans leur estomac, le froid les distrayant alors qu'ils se blottissaient dans leur position défensive, essayant de trouver le moindre souffle de chaleur chez leurs camarades. En décembre 1942 menant à janvier 1943, les approvisionnements dans la poche sont devenus si faibles que certains jours, les hommes ne recevaient que 200 grammes de pain pour les soutenir, alors qu'ils luttaient contre une mer ininterrompue de troupes soviétiques, les repoussant de plus en plus loin dans la ville. Le besoin de nourriture et d'eau parmi les troupes allemandes les amènerait à recourir à certaines des méthodes les plus cruelles pour se soutenir. Tout civil, pris avec même le plus minuscule morceau de pain rassis, pouvait s'attendre à se retrouver à la mauvaise extrémité d'un fusil allemand, tandis que les corps des soldats soviétiques morts étaient toujours pillés pour les rations les plus maigres. Quant à l'eau, la neige et la Volga elle-même devraient suffire, mais le problème, bien sûr, était le nombre de tireurs d'élite de l'armée rouge. Cachés dans les décombres et sur la rive opposée du grand fleuve, et sans nulle part où se cacher lors de la collecte de l'eau, de nombreux Allemands déshydratés ont été laissés flottants sans vie suite à cette tentative désespérée. Bientôt, beaucoup d'Allemands ont réalisé que Stalingrad avait encore une ressource en abondance qu'ils pouvaient utiliser pour collecter l'eau, les orphelins. Les enfants soviétiques de la ville ont été rassemblés par les soldats allemands. Certains d'entre eux n'avaient que 5 ou 6 ans et on leur promettait des choses comme du chocolat s'ils allaient à la Volga et collectèrent de l'eau pour eux. Certes, les Allemands ne pouvaient offrir de tels luxes, mais les enfants, confiants envers les adultes, ont obéi aux demandes, rêvant de leur récompense. Lorsque les officiers soviétiques ont réalisé ce qui se passait, ils ont ordonné à leurs tireurs d'élite de tirer sur ces enfants en tant qu'ennemis de l'Union soviétique. Le pont aérien allemand a commencé à s'effondrer au début de la nouvelle année. Les vols répétés entrant et sortant des poches de Stalingrad ont eu un terrible impact sur les hommes et les machines, soit en cédant sous la contrainte, soit en étant progressivement réduits par une résistance de plus en plus forte des chasseurs. Dans un cas, un artilleur à bord d'un transport Ju-52 a affirmé qu'après avoir épuisé ses munitions en repoussant les chasseurs soviétiques, dans un pur désespoir, il a commencé à jeter des objets vers ses attaquants, y compris un rouleau de papier toilette.
Cependant, les chasseurs soviétiques n'étaient pas vraiment les plus grandes menaces pour le pont aérien. Le temps hivernal rendait le vol extrêmement dangereux, les aérodromes dans les poches ayant été fermés de nombreux jours en décembre et janvier en raison de fortes chutes de neige, de glace épaisse et de brouillard dense. De plus, ils étaient fortement crénelés par des bombardements d'artillerie et de roquettes répétés, et avec de fortes chutes de neige autour d'eux, il n'était pas rare que les hommes qui tentaient de garder les aérodromes ouverts manquent un cratère, celui-ci étant rapidement dissimulé dans les bourrasques. Ainsi, de nombreux avions atterrissant à l'intérieur de la poche perdèrent leur train d'atterrissage après être tombés dans ces cratères, piégeant leurs équipages à l'intérieur des poches avec la 6e armée. Seuls les blessés avaient droit à des places sur les avions partant pour le voyage de retour vers leur base. Cependant, alors que l'armée de Paulus était lentement écrasée à mort jour après jour, Hitler a au moins consenti à permettre l'évacuation de 7000 femmes allemandes travaillant avec les unités médicales de la Wehrmacht à l'intérieur des poches, sachant l'horreur indicible qui les attendrait si elles étaient capturées par les soviétiques. Le 9 janvier 1943, les troupes allemandes survivantes avaient été compressées dans une poche de plus en plus réduite, tandis que l'armée allemande, à l'extérieur de l'encerclement, luttait pour repousser l'offensive soviétique, et donc pour tout le monde, sauf le Führer, la fin pour Paulus et ses troupes était clairement en vue. C'est à ce moment-là que les Soviétiques ont décidé d'offrir la carotte plutôt que le bâton. Donc, les avions soviétiques ont largué des milliers de tracts sur les troupes allemandes, qui décrivaient le traitement très favorable qu'ils pouvaient attendre s'ils acceptaient l'offre soviétique de se rendre. L'offre de reddition stipulait qu'ils ne seraient pas blessés, à condition qu'ils ne résistent pas, et il y avait une promesse qu'après la guerre, les hommes seraient autorisés à retourner en Allemagne. Si cela ne suffisait pas, on leur promettait des rations régulières et que tout soldat allemand malade ou blessé recevrait des soins médicaux. Cependant, le Führer avait clairement indiqué qu'aucune reddition n'était autorisée, et donc, une fois de plus, Paulus s'est aligné et a refusé l'offre. En conséquence, un sentiment d'angoisse accablant semblait saisir chaque homme encore en train de se battre pour leur vie dans ce qui n'était plus qu'une carcasse de ville. Ils se demandaient également s'ils pouvaient s'attendre à recevoir un traitement encore plus sévère que d'habitude, maintenant que Paulus avait rejeté l'offre. Pour certains, cela les a amenés à se battre encore plus fort avec leurs dernières onces d'énergie, tandis que d'autres ont simplement cédé au désespoir. Parfois, la discipline autrefois inébranlable de la Wehrmacht s'évaporait, conduisant à l'insubordination, aux bagarres et même au meurtre et au suicide. Johann Scheintz, un chauffeur de camion de la 16 Division Panzer, a expliqué après la guerre comment les hommes de ces unités ont profité de cette occasion pour tirer sur un officier connu pour son intimidation des hommes sous son commandement. Le 15 janvier, Paulus a subi un coup massif lorsque les Soviétiques ont non seulement capturé son aérodrome à Salsk, mais aussi l'aérodrome vital de Pitomnik, démontrant leur remarquable efficacité. Un nouvel aérodrome a été construit à Tcherokovo en seulement 2 jours, mais il était à peine un remplacement convenable, sans parler du fait que la Luftwaffe n'avait plus les avions pour livrer ou même s'approcher de ce dont les Allemands piégés avaient besoin. Leur nombre déjà réduit à cause de la tension du pont aérien. Les pertes parmi les survivants continuaient de s'accumuler, avec 6 transports détruits dans des accidents d'atterrissage à l'intérieur de la poche, rien que le 20 janvier. Paulus savait à ce moment-là qu'il n'était qu'une question de temps avant que le pont aérien ne devienne insoutenable, et se lamentait « quand les avions ne se posent pas, cela signifie la mort de l'armée ». En réalité, bien sûr, les troupes allemandes étaient déjà finies, si affaiblies par les combats brutaux, le froid glacial et les maladies rampantes qui sévissaient à l'intérieur de la ville, que sur la force originale de 265 000 soldats, il en restait, à la mi-janvier, moins de 100 000. Même les notions d'une évasion à ce stade étaient de la pure fantaisie. À 12h20, le 22 janvier 1943, le dernier Ju-52 a atterri dans la poche de Stalingrad, et le lendemain, les derniers vols par des Hu-111 réaffectés ont été entrepris. Seul l'aérodrome de Gamrak restait sous le contrôle de Paulus, mais il était devenu inutilisable. Avant de tomber le 25 janvier, la Luftwaffe a continué à essayer de larguer des fournitures à leurs camarades, mais c'était moins qu'un filet de ce dont ils avaient besoin. Au cours de près de 2 mois et demi, le pont aérien, qui devait apporter un minimum de 500 tonnes de fournitures par jour, a atteint une moyenne déplorable de 114,6 au coût de 466 avions,
Le 26 janvier, la poche allemande a été coupée en deux par une attaque soviétique et pourtant, même maintenant, Hitler restait convaincu que les soldats allemands à l'intérieur de la poche pouvaient réaliser un miracle, lui étant complètement détaché de la réalité. Le 30 janvier 1943, Paulus a reçu une nouvelle choquante. Il avait été promu par Hitler au rang de maréchal, et avec cette nouvelle, Hitler lui a rappelé qu'aucun maréchal allemand n'avait jamais été capturé vivant. Certains ont interprété ce geste comme Hitler croyant toujours que Paulus pourrait garder la ville. Paulus n'était pas le seul à avoir été promu ce jour-là, car Hitler avait promu divers autres et décerné des médailles afin de remonter le moral des hommes qui se trouvaient dans une situation où les rations étaient désormais refusées aux malades et aux blessés pour maintenir le reste en état de combattre. D'autres, cependant, y ont vu Hitler ordonner à Paulus de se suicider avant la fin pour que l'armée allemande sauve la face. Paulus l'a certainement interprété de cette façon et aurait dit à son personnel « Je n'ai aucune intention de me tirer une balle pour ce caporal bohémien ». À ce moment-là, certains officiers allemands prenaient déjà sur eux de mettre fin à cette folie, comme un général qui ordonna à ses troupes d'épuiser toutes leurs munitions, rendant toute résistance ultérieure impossible, les forçant à se rendre. Puis le 31 janvier à midi, la position de Paulus a été submergée et il a été fait prisonnier. Le maréchal a rendu son état-major, mais a laissé à ses propres hommes le soin de décider de leur sort, les derniers groupes organisés abandonnant finalement, le 2 février 1943, mettant fin à la bataille de Stalingrad. « 265 000 Allemands et troupes de l'Axe étaient piégés à l'intérieur de la poche de Stalingrad. Seuls 91 000 émergeraient pour aller en captivité soviétique, où ils ont été soumis à un traitement si brutal que seuls environ 6 000 survivraient à la guerre. Un petit nombre a continué à se cacher dans les ruines de Stalingrad pendant des mois après, y compris beaucoup de ces prisonniers soviétiques qui se sont portés volontaires pour combattre avec les Allemands contre Staline. Pour ces troupes, il n'y avait pas d'avenir, et donc très peu d'entre elles ont été prises vivantes lors des efforts de nettoyage soviétiques. Bien que les sources varient sur le chiffre exact, en tout, la bataille pour la ville a entraîné environ 2 millions de victimes, ce qui en fait l'une des plus sanglantes de l'histoire. Paulus lui-même a été détenu par les soviétiques jusqu'en 1953 et même alors, il a été renvoyé en Allemagne de l'Ouest, qui était devenu un allié communiste de l'Union soviétique contre l'Occident. Pour les deux camps, la lutte pour la ville était devenue plus qu'une lutte pour le territoire. Elle était devenue le symbole même de la guerre à l'Est. Une guerre où aucun des deux camps ne faisait de quartier, et où les véritables horreurs du combat se manifestaient sous de nombreuses, très nombreuses formes. Pour l'Allemagne, cela marquait le début de la fin du Reich de 1000 ans d'Hitler, car la voie était désormais ouverte pour que l'armée de Staline baigne l'Europe de l'Est en rouge et en un peu plus de 2 ans plutôt qu'une croix gammée flottant sur les ruines de la ville de Staline, le marteau et la faucille flottaient à la place sur les ruines incendiées de Berlin.